Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Les circonstances qui ont provoqué une mini-crise au sommet de l'État mauricien en mars dernier feront l'objet d'une enquête. 3 juges ont été nommés pour diriger une commission. Ils devront notamment établir si l'ex-présidente Amina Ghoriba Fakim, qui a démissionné entre-temps, a usurpé de son pouvoir au plus fort du bras de fer qui l'opposait à l'exécutif. Cette commission d'enquête devrait préconiser des sanctions en cas de dérive de ce type au sommet de l'État. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, et le chef de l'opposition, Raila Odinga, se sont excusés hier pour les mots dits assassins échangés lors des élections controversées de 2017. Un geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. C'était lors d'une séance de prière pour la nation. Denise de la Fafiette. Comme pour renforcer la portée de leurs gestes, les 2 hommes qui n'ont cessé de s'appeler mon frère étaient accompagnés hier jeudi du vice-président William Ruto et du colistier de Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, qui ont également présenté des excuses et échangé des accolades, une première depuis les élections. Nous avons fait campagne l'un contre l'autre, nous avons dit des choses méchantes l'un envers l'autre et aujourd'hui, je demande pardon et souhaite présenter mes excuses, a déclaré le président réélu en 2017 avant que les 3 autres hommes ne fassent de même. Plus jamais un Kenyan ne mourra à cause d'une élection, a dit Raila Odinga en référence aux mois de violence ayant accompagné le scrutin de 2017 et fait au moins 100 victimes, la plupart tuées par la police. En apparaissant côte à côte le 9 mars et en promettant d'œuvrer à la réconciliation nationale, après s'être invectivés pendant des mois, les héritiers des 2 plus grandes dynasties familiales kenyanes avaient surpris leurs compatriotes. Jeudi, la prière nationale s'est même achevée avec la présence sur le podium des 4 hommes, mais aussi du président de la Cour suprême, David Maraga, pourtant vilipendé par le camp Kenyatta après la décision de cette cour d'annuler un premier scrutin remporté par le président sortant pour irrégularité. Malgré la concorde affichée jeudi, de nombreuses questions restent en suspens sur la nature exacte d'un accord conclu entre les 2 hommes destiné à combler les fractures ethniques et politiques qui parcourent le Kenya, mais qui n'a pour l'instant pas débouché sur aucune avancée concrète. Denise de la Fafiette. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier une résolution qui donne 1 mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix, sans quoi les diplomates pourraient sanctionner 6 nouveaux individus, dont les ministres de la Défense et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. 9 pays ont voté en faveur de ce texte, 6 se sont abstenus, dont l'Éthiopie, acteur clé des négociations, qui dit craindre que ce vote ne fragilise un peu plus des négociations de paix déjà laborieuses. La Cour constitutionnelle du Burundi, saisie par une coalition d'opposition contestant les résultats du référendum controversé du 17 mai sur une réforme de la Constitution, a validé ce jeudi la large victoire du oui à cette consultation populaire, nous dit Timoko Dirasuba. Les résultats communiqués par la commission électorale selon lesquels les Burundais ont approuvé à 73,20% une réforme de la Constitution, laissant notamment la possibilité au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034, ont dès lors été confirmés. La Cour constitutionnelle décide que le référendum du 17 mai s'est déroulé conformément à la loi. C'est ce qu'a annoncé le président de cette Cour après avoir déclaré, je cite, non fondé le recours en nullité de la coalition d'opposition introduit une semaine plus tôt. Avant même l'annonce des résultats, les tenants du non, emmenés par l'ancien leader rebelle Hutu Agathon Rwasa au sein de la coalition Amizero I Abarundi, qui veut dire espoir des Burundais, avaient rejeté l'issue de la consultation selon eux inéquitable et marquée par les intimidations du régime. Amizero avait également dénoncé peu après le référendum des cas de bourrage d'urnes et de procès-verbaux trafiqués. La coalition avait toutefois introduit son recours devant la Cour constitutionnelle en sachant qu'elle n'avait pratiquement aucune chance d'aboutir, cette institution étant depuis 2015 largement soumise au pouvoir. La nouvelle constitution permet au chef de l'État au pouvoir depuis 2005 de briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans à partir de 2020. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis l'annonce de la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, après les estimations de la Cour pénale internationale, la CPI, qui a même ouvert une enquête. Le ministre de
La défense malgache Béni Xavier a menacé de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose. Le 25 mai dernier, on se rappelle, la haute cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a donné 7 jours au président R. Rajaratnam pour nommer un premier ministre de consensus. Mais pour l'instant, les négociations entre le gouvernement et l'opposition qui exigent depuis plus d'un mois dans la rue la démission du président sont au point mort. L'armée sort donc de sa réserve et il s'agit peut-être d'un tournant. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.